Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue qui semble être assez attendue, donc tant mieux, je vais essayer de faire ça très bien et très brièvement. Donc c'est un article de Martial van den Linden en 2018, vous aurez bien évidemment le lien en description, et qui s'intitule « Pour une neuropsychologie clinique intégrative et centrée sur la vie quotidienne ». Donc, je vais profiter quand même de ce moment pour rendre un hommage à ce grand monsieur de la neuropsychologie, alors qui, de par ses travaux, ses réflexions et ses enseignements, sa vision, il a apporté beaucoup de choses à notre pratique. Et donc, vous verrez à travers cet article cette part de contribution. La première partie de l'article s'intitule « L'intérêt pour la revalidation et l'apparition de la neuropsychologie cognitive ». Alors, sur le plan clinique, en fait, ce qui se passe, c'est que la survenue d'un courant cognitif en neuropsychologie, elle a eu pour effet de mettre en question l'utilité des tests neuropsychologiques traditionnels. Surtout sur le fait qu'ils n'avaient pas été explicitement conçus à partir d'un modèle théorique spécifique au fonctionnement psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans ? Lorsqu'on souhaite mettre en place une rééducation avec ses patients, les tests neuropsychologiques ne prennent pas en compte toutes les dimensions nécessaires au rétablissement des patients. Il faut alors se pencher sur la neuropsychologie intégrative et écologique pour obtenir des réponses. Ensuite, l'auteur va nous parler de la perspective écologique et intégrative de l'évaluation et de la revalidation. Donc, la mise en place de buts, les goal settings, permettent d'optimiser le fonctionnement des patients dans leur vie quotidienne, mais d'agir également sur le bien-être et leur qualité de vie. Ces objectifs doivent être mis en place avec le patient et il faut en évaluer l'efficacité en validant l'atteinte des buts du patient. Exemple, si le patient souhaite reprendre le travail, il y aura plusieurs objectifs qu'il devra réussir pour ça. Ça va être capable de se préparer dans les temps, de prendre le bus, gérer son abonnement de transport, ne pas se tromper d'arrêt, connaître son trajet, se présenter à l'heure à son poste, etc., etc. Toute cette série de buts doit être atteinte afin d'obtenir un but beaucoup plus général. Et c'est de cette façon-là qu'on doit évaluer l'évolution du patient, à savoir est-ce qu'il réussit au fur et à mesure à atteindre des buts intermédiaires. Alors pour cela, bien sûr, il faudra s'affranchir d'une neurobiologisation en incluant des évaluations plus larges avec d'autres facteurs. Le plus important surtout, c'est de ne pas réduire les problèmes observés chez une personne à un dysfonctionnement cérébral avéré ou supposé. En fait, sinon, le problème, c'est qu'on va faire une différence entre ses dispositions, donc sa façon d'être, et la situation, les circonstances. Et en gardant en tête les dispositions de la personne, on risque de lui attribuer des incapacités excessives, un déficit au-delà de ce qui peut être prédit sur base des éléments neuropathologiques. En gros, on va plutôt surestimer les incapacités d'une personne et donc lui transmettre ces informations-là, même de manière indirecte ou implicite. Et en fait, cette personne-là, elle risque de se retrouver dans une espèce d'apathie générale, de la peur d'initier quelque chose parce qu'elle a le ressentiment qu'elle ne peut pas y arriver. Alors que si ça se trouve, elle peut y arriver. Dans cette perspective, l'évaluation d'une personne cérébro-lésée nécessite non seulement des compétences dans le domaine strict de la neuropsychologie clinique, mais également une expertise plus large en psychologie clinique, ainsi qu'une ouverture aux dimensions sociales, culturelles et environnementales des difficultés psychologiques. Alors pour y arriver, il faut réussir à se créer une interprétation psychologique individualisée grâce au caractère multifactoriel et à l'hétérogénéité des mécanismes sous-tendus. On le sait, deux lésions, même si elles sont totalement similaires et localisées au même endroit, vont avoir des répercussions différentes d'un individu à l'autre. La résilience, les facteurs environnementaux, l'entourage, la culture, la motivation, tous ces éléments vont entrer en ligne de compte dans le devenir du patient et dans son plan d'intervention individualisé. Le but n'est pas de renoncer à une analyse précise, mais bien de l'intégrer dans une approche plus globale, d'où le nom intégrative. Et cette approche doit bien évidemment être centrée sur la personne. La rééducation et la prise en charge doivent également être pensées dans ce sens en incluant d'autres professionnels qui vont pouvoir aider sur différents plans, que ce soit sur des plans sociaux, environnementaux. Et pour cela, on a à côté de nous les psychiatres, les gériatres, les ergothérapeutes, les assistants sociaux, les orthophonistes, etc., etc. Donc, l'objectif global pour le patient, c'est la réappropriation de soi, ou en tout cas dans une approche plus large, le mouvement de rétablissement. Cette méthode vise à rétablir un pouvoir d'action, un rôle social. Alors pour ça, il y a 5 composantes clés pour y parvenir. Être en relation, espoir et optimiste pour le futur, sentiment positif d'identité, sens à la vie et sentiment de contrôle de son existence.
Alors pour nous, en tant que neuropsychologues ou praticiens des sciences cognitives et des neurosciences, notre objectif du coup va être de s'affranchir du réductionnisme. Alors, depuis quelques années, il y a une neuroculture qui domine notre pratique. En fait, on est conduit à réduire les comportements, les croyances et les compétences au seul substrat neurobiologique. Le souci aussi, c'est qu'on voit des contre-exemples partout et tous les jours. Le vieillissement, par exemple, c'est typiquement ce genre de réductionnisme qui ne fonctionne pas. Les atteintes cérébrales, à elles seules, ne peuvent pas assurer une prédiction de l'état de nos patients. Il existe d'autres facteurs, alors biologiques bien sûr, mais aussi psychologiques liés au style de vie, sociaux, culturels et environnementaux. Il faut donc changer les méthodes d'évaluation et de prise en charge en allant dans le sens de méthodes plus intégratives. Comment faire? En fait, tout simplement, il faut évaluer autrement les difficultés dans la vie quotidienne. Et on va prendre comme exemple la mémoire épisodique. D'après l'auteur, il apparaît que les tests traditionnels de mémoire épisodique ne sont clairement pas conçus pour permettre d'évaluer les souvenirs épisodiques tels qu'ils sont formés au quotidien. Pourquoi? Parce que dans les tests, les consignes d'encodage adoptées sont des consignes intentionnelles. Or, la plus grande partie du fonctionnement de la mémoire épisodique dans la vie quotidienne est basée sur une mémorisation incidente non intentionnelle. Elle se fait dans différentes modalités, spatiales, émotionnelles, temporelles, auditives, visuelles, mais surtout, les situations ne se présentent qu'une seule fois. On ne revit pas 2 fois la même situation et pourtant, l'information est mémorisée. Pour conclure, il faut en fait tout simplement adopter d'autres méthodes complémentaires, quantitatives et qualitatives, proches du quotidien, à savoir écologiques, afin de permettre la simulation des épisodes de la vie quotidienne. Il faut également structurer davantage les entretiens avec les patients et leurs proches pour comprendre le fonctionnement des troubles dans la vie quotidienne des personnes. Nos interventions seront alors plus proches des problèmes de nos patients et de leurs caractéristiques uniques. Voilà, c'est tout pour cette revue d'article. Je vous encourage vraiment à venir le lire et à en discuter, soit en commentaire, soit directement sur les différents réseaux. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner pour ne rien rater de la suite de ces articles.